de l'État de m'avoir permis de faire cet exercice qui n'est sans doute pas le plus, j'ai l'habitude de le dire, sexy ou glamour d'une après-midi comme la vôtre, mais c'est sans doute utile de refaire un point. Alors, je ne vais pas vous rappeler tout le cadrage national puisque vous le connaissez bien et que le cas échéant vous poserai des questions, mais vous faire un point sur l'état des lieux et peut-être les points importants qu'il faut aujourd'hui retenir dans la mise en œuvre et la construction de la trame verte et bleue et sa déclinaison au niveau régional. Donc, alors ça ne marche pas, si, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui, ça a l'air. Excusez-moi. D'accord, très bien. Donc, un petit rappel de ce schéma que vous avez vu traîner un petit peu partout. Je ne le rappelle pas pour le plaisir, mais simplement pour insister déjà sur deux points. C'était sur ma présentation, ma première diapositive. Nous sommes bien à la fois dans un outil de préservation de la biodiversité, mais également un outil d'aménagement du territoire. Je crois que c'est un point important. L'idée est bien d'intégrer les enjeux de biodiversité, et notamment de continuité écologique, dans l'aménagement du territoire. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est qu'on évite de parler de trame verte et de trame bleue, mais il y a bien insister sur ce lien vert et bleu, et notamment sur les interfaces entre ces deux composantes de la trame. Une trame qui est composée... Alors, si j'insiste un petit peu sur ces termes, c'est que vous allez les retrouver dans les textes, dont vous avez peut-être vu d'ailleurs les versions intermédiaires. Donc, un ensemble de continuités écologiques, terrestres et aquatiques, composé de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Alors, on a eu des débats ce matin, notamment avec les élus présents, sur cette vision peut-être un petit peu restrictive, on pourra y revenir, de cet enjeu de continuité écologique, avec ce petit schéma qui indique effectivement que nous sommes bien dans l'idée de préserver, de remettre en bon état des continuités écologiques pour permettre la fonctionnalité, bien évidemment le déplacement des espèces, mais pour permettre également le maintien et la bonne qualité de la fonctionnalité des milieux qui les accueillent. Donc on rentre bien sur une logique de préservation, ou en tout cas de préservation de la fonctionnalité des habitats sur les territoires pour garantir cette continuité écologique. Je ne reviens pas sur les fondamentaux, on en a parlé suffisamment. Le petit schéma également pour indiquer qu'on n'est pas dans des versions figées sur ce que sont les corridors écologiques et qu'ils peuvent avoir des composantes très diverses qui varient bien évidemment selon les caractéristiques régionales. On peut avoir des corridors linéaires, des corridors qui peuvent être plus larges, qui correspondent à des corridors de type paysager que vous pouvez rencontrer dans vos régions notamment, et puis des corridors en pas japonais. Donc on a eu, j'étais hier en Languedoc-Roussillon, un débat sur cette représentation ou notion de corridor. La marge de manœuvre effectivement reste large, et ce petit schéma qui figure ici évidemment ne montre pas l'essentiel, c'est que la trame verte et bleue s'inscrit dans le territoire, dans une matrice du territoire, et qu'il y a bien évidemment des échanges qui se font entre ces continuités écologiques et le reste du territoire. Un schéma que vous connaissez également, donc une déclinaison en 3 niveaux emboîtés. Vous êtes donc à l'échelon régional dans la coélaboration du schéma régional de cohérence écologique, et au niveau national, l'élaboration du cadrage national qui est en train de se finaliser et qui donc vise à fixer les règles ou en tout cas la définition des choix stratégiques, des enjeux nationaux et transfrontaliers qui guident la mise en œuvre de cette trame verte et bleue, et l'échelon local avec les documents de planification et les projets portés par les collectivités, avec des rapports de prise en compte qui sont des niveaux d'opposabilité, comme cela vient d'être dit, même si c'est un niveau faible d'opposabilité. Je rappelle un tout petit point qui ne figure pas sur les diapositives, c'est que la loi Grenelle a modifié à la fois le code de l'environnement, avec le schéma régional de cohérence écologique, mais également le code de l'urbanisme, et donc dès à présent, les collectivités locales doivent prendre en compte cet enjeu continuité écologique à leur échelle, sans attendre que le schéma régional de cohérence écologique soit adopté en région. Les liens avec le SDAGE, je n'insiste pas, si vous voulez, nous y reviendrons. J'ai peu de temps, donc je vais essayer d'aller assez vite. Des éléments d'actualité. Donc, sans doute avez-vous entendu parler du décret Scott et plus, qui est relatif aux documents d'urbanisme, donc un décret qui a été publié en février 2012. L'intérêt, c'est qu'il indique que les collectivités, dans les PLU,
peuvent donc avoir une représentation graphique des secteurs qui contribuent aux continuités écologiques. Ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement sur un trait, on n'est pas sur un nouveau zonage, on est plutôt dans une logique de surzonage. On peut trouver sur un PLU donc des zones agricoles, des zones naturelles qui contribuent aux continuités écologiques et qui peuvent être identifiées dans le PLU sans introduire un zonage supplémentaire. Un point également, le schéma régional de cohérence écologique est soumis à partir de maintenant à évaluation environnementale et à incidence Natura 2000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un document qui concerne la biodiversité, l'environnement, mais qu'il a aussi des liens, et ça c'est un point qu'on a abordé ce matin, avec d'autres politiques publiques, des politiques publiques en matière évidemment de climat, en matière d'infrastructure, il y a d'autres sujets qui peuvent être concernés en matière agricole, et que donc ce lien entre la trame verte et bleue et les autres politiques publiques sont analysés au travers de l'évaluation environnementale, qui est un document également important parce qu'il peut permettre de garder la traçabilité des choix qui vont être faits pour adopter le schéma régional de cohérence écologique et ce qui va être la trame verte et bleue in fine lorsqu'elle sera adoptée. Alors, donc, vous attendez sans doute des décrets un peu fantômes dont on parle régulièrement, mais je peux vous annoncer qu'on va prochainement voir leur adoption. Il y en a 2 attendus. Un décret dit relatif à la trame verte et bleue, qui est un décret important puisqu'il va inscrire dans le Code de l'environnement des précisions sur les définitions et les objectifs de la trame verte et bleue, également des précisions sur le contenu du schéma régional de cohérence écologique, c'est un décret en Conseil d'État, et des dispositions également procédurales, notamment évidemment le rôle du CCRPN est rappelé, et le schéma régional de cohérence écologique devra faire l'objet d'une évaluation au bout de 6 ans après son adoption, ça ne figurait pas dans la loi. Donc des éléments qui vont être codifiés dans le Code de l'environnement et un second décret qui va approuver le document cadre national dont vous avez tous eu connaissance, je suppose, les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, qui est notre cadre méthodologique de référence et qui va également être adopté par décret en Conseil d'État. Le contenu du schéma régional de cohérence écologique, vous le connaissez, mais j'insiste là aussi sur un point. Ça n'est pas simplement une carte. On n'a pas, d'abord, ça peut être plusieurs cartes déjà, et ça n'est pas simplement une carte, c'est bien un ensemble d'éléments qui reposent déjà sur un diagnostic régional des enjeux régionaux en matière de biodiversité et d'enjeux de continuité écologique, également en matière d'activité humaine. Donc c'est bien ce travail de base et de référence qui est la première composante du schéma régional de cohérence écologique. Ensuite, donc une identification des grandes composantes de la trame verte et bleue. Qu'est-ce que vont être les réservoirs? Qu'est-ce que vont être les corridors sur la région? Après, évidemment, une analyse de la pertinence et des priorités en matière de continuité écologique. Un atlas cartographique, alors on recommande une carte au 100 millième, on a tenu compte des hétérogénéités de taille, je dirais, de région, mais vous pouvez travailler plus finement, il peut y avoir une somme de cartes, et un plan d'action stratégique, c'est-à-dire un plan qui va fixer les priorités d'intervention pour préserver et remettre en bon état les continuités écologiques et également un dispositif de suivi et d'évaluation. Dans ces 2 décrets, il est fait référence à l'importance de prendre en compte des enjeux nationaux, interrégionaux et transfrontaliers. Donc vous devez travailler avec les régions voisines pour assurer un minimum de cohérence à cette trame verte et bleue, j'aimerais dire un maximum, mais on a laissé beaucoup de liberté aux régions, aux équipes régionales pour le choix de la méthode, à la fois sur le plan scientifique et technique et sur le plan de la concertation, mais qui dit subsidiarité, dit besoin de cohérence. Donc on a adopté, quand je dis on, c'est dans le cadre du travail collégial qui a été mené dans le cadre du comité opérationnel trame verte et bleue. Donc on a retenu 4 critères qui doivent être pris en compte, qui ne doivent pas être nécessairement hiérarchisés ou complémentaires, qui ne sont pas nécessairement la base d'élaboration du SRCE. Ça veut dire que l'entrée espèce n'est pas la base obligatoire à prendre en compte pour élaborer les SRCE. Ce n'est pas la recommandation. D'ailleurs, la plupart des régions sont plutôt sur des logiques
de méthodes qui reposent sur l'écologie du paysage, mais il faut veiller à ce qu'un certain nombre d'espèces, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous le savez sans doute, qui relèvent d'un intérêt national et pour lequel vos régions ont une responsabilité en termes de continuité, puissent donc trouver la bonne réponse dans le SRCE. Donc même chose pour des habitats sensibles à la fragmentation et respecter également des enjeux de continuité écologique d'importance nationale. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le sujet. En termes d'actualité, où en est-on, où en êtes-vous? Donc toutes les initiatives ont démarré dans toutes les régions en installant la gouvernance trame verte et bleue, les comités régionaux trame verte et bleue. Certains voient leur installation programmée d'ici la fin de l'année, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les travaux n'ont pas démarré. Vous avez, sous des formes, alors que vous pratiquez également, la réunion d'aujourd'hui, des ateliers thématiques, des ateliers déconcentrés qui sont mis en place et qui le seront encore à l'avenir. Et vous avez, sur le centre de ressources trame verte et bleue, dont vous avez l'adresse là et je la redonnerai à la fin, la possibilité de cliquer sur une région qui vous intéresse pour voir ce que font les autres régions, puisqu'on est dans l'échange et la mutualisation de l'information. Alors je ne vais pas vous faire peur, ça c'est un exemple de la région Île-de-France qui n'est pas du tout dans les mêmes configurations que la vôtre en termes de situation du territoire, simplement pour vous montrer que cette région est avancée, c'est sans doute une de celles qui va adopter le schéma régional de cohérence écologique dans les premières avec la région Nord-Pas-de-Calais, et où l'on voit qu'il y a donc eu une représentation, et en tout cas après un très long travail, là ça n'est qu'un petit extrait, d'identification des enjeux de continuité écologique en termes de réservoirs, de corridors, et notamment des objectifs qu'il faut suivre, notamment dans le cadre du plan d'action, préserver ou restaurer ces continuités écologiques. C'est mis en route également dans les documents d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il y a déjà un nombre non négligeable de collectivités qui sont engagées dans cette démarche. Je pense par exemple à l'agglomération de Montpellier, c'est intéressant parce qu'on parlait de biodiversité, la logique de réflexion a été inversée, hein, c'est l'inversion du regard, on est parti des enjeux de biodiversité et non des enjeux d'urbanisme, et nous avons beaucoup d'exemples de ce type. Là, c'est un SCOT qui a identifié également ces continuités écologiques, voire à l'échelle d'un PLU, là aussi une identification des corridors écologiques dans le PLU. Donc il y a déjà beaucoup d'exemples de collectivités qui sont engagées dans ces démarches et qui peuvent nous servir de référence. Des actions concrètes également, sur des actions très opérationnelles pour restaurer des continuités écologiques. On parlait ce matin du lien avec les infrastructures existantes. Le lien, bien sûr, trame verte et bleue et infrastructure est un enjeu très important en termes de fragmentation. Donc on a contribué à des actions de restauration de continuité écologique. Le sujet trame verte et bleue en milieu urbain et également l'appui dans des régions qui ont été déficitaires à la réimplantation d'infrastructures agroécologiques, notamment évidemment dans des zones de grande culture, enfin de culture intensive, travail avec les sociétaires concessionnaires d'autoroutes et des actions en milieu agricole portées par les agriculteurs, souvent là aussi en région de grande culture et en lien sans doute avec la conditionnalité des aides de la PAC, puisque là aussi on est dans de la transversalité des liens entre différentes politiques. Et donc je terminerai, puisque je crois que j'ai dépassé mon temps de parole, mais il y a tellement de choses que c'est difficile, pour vous dire que la trame verte et bleue a aussi trouvé sa place dans la feuille de route pour la transition écologique. Donc la conférence environnementale s'est tenue il y a peu. Vous pouvez accéder à cette feuille de route sur le site du ministère de l'écologie. Et donc les textes, je vous le disais, le décret relatif à la trame verte et bleue sera adopté avant le 1er janvier 2013. Les orientations nationales seront adoptées en début d'année prochaine. Et il y a là aussi un rôle affirmé de transversalité. Je reviens avec mon lien avec l'aménagement du territoire sur le rôle que peuvent jouer les continuités écologiques dans la lutte contre l'artificialisation des sols, qui est un des points forts de la feuille de route pour la transition écologique et qui commence à être travaillé par les services de Madame Duflot dans la préparation de la loi sur le logement et l'urbanisme, sachant qu'il y a également une loi cadre sur la biodiversité qui est en préparation. Et je vous ai mis ici, pour terminer, l'adresse du site internet trameverteetbleu.fr sur lequel vous pouvez avoir accès à de l'information. Et je vous remercie pour votre attention.